l'enregistrement d'abord et je passe vers l'exercice numéro 3 de la loi binomiale. Alors, dans cet exercice numéro 3, on vous dit, on considère une portée de 5 souriceaux issus de couples hétérozygotes. On rappelle que la coloration des souris peut s'expliquer par l'existence d'un gène de coloration susceptible de deux états, soit grand G, soit et petit b. Alors, l'allèle grand G entraînant la coloration, B, l'albinisme. Alors, ça veut dire tout ça. Alors, tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'une portée. La portée, vous savez, chez les animaux, en particulier les rats ou bien les lapines, lors de la misbah, c'est la correspondance de l'accouchement. Chez les animaux, on dit misbah, chez l'être humain, on dit l'accouchement. Ils peuvent donner, c'est pas comme l'être humain, ils donnent souvent un petit bébé, mais chez les rats, les lapines, ils donnent une portée qui est formée de 3, 4, 5, 6 souriceaux ou bien 4, 5, 6 lapines. Donc, c'est ça ce que j'appelle une portée qui peut être formée de 6 ou bien 3 ou bien 4 ou bien 5 souriceaux. Alors ici, je vais m'intéresser tout simplement à une portée avec la 5 souriceaux seulement. D'accord? Donc voilà, si vous voulez, là je peux représenter. Alors là, mon stylet ne marche pas, je crois. Je ne sais pas pourquoi, stylet. Voilà. Vous avez ici un grand N portée. Alors là, chaque portée ici, dans chaque portée, vous avez 5 souriceaux. D'accord? On va s'intéresser seulement aux portées qui comportent 5 souriceaux. Là, je peux avoir plusieurs. 1, 2, 3, 4 et 5. La même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, ma population statistique est formée de une portée de 5 souriceaux qui sont issus d'un couple hétérozygote. Alors, couple hétérozygote, c'est-à-dire là que le gène qui commande la couleur, elle est formée par deux allèles, un gris et un B et un B. Alors, c'est ça ce que j'appelle hétérozygote. Homozygote si les deux allèles sont identiques, hétérozygote si les allèles sont différents. Alors là, je vais faire le croisement d'un couple hétérozygote. C'est-à-dire là, vous avez le mâle qui est hétérozygote, c'est-à-dire GB, et la femelle aussi, elle est hétérozygote, elle est GB. D'accord? Alors là, vous constatez que j'ai mis G en majuscule, B en minuscule. Cela veut dire quoi? En génétique, vous avez vu ça. G, si je représente avec une lettre majuscule, c'est il domine B. D'accord? Alors là, j'ai dit, on rappelle que la coloration des souris peut s'expliquer par l'existence d'un gène de coloration susceptible de deux états, G et B, G entraînant la coloration et B l'albinisme. C'est-à-dire là, je vais avoir un GG. D'accord? Ça au point de vue génotypique. Au point de vue phénotypique, vous allez avoir ici la couleur grise. D'accord? Là aussi, vous allez avoir G petit b. Point de vue génotypique au point de vue phénotypique, bien sûr, là aussi, la coloration grise. Là aussi, toujours la GB, phénotype gris. Et finalement, seul le bébé, c'est-à-dire lorsque vous aurez le double récessif, vous allez avoir le souriceau ici sera albinos. D'accord? Point de vue phénotypique, vous allez avoir ici l'albinisme, c'est-à-dire l'individu sera albinos.
Et l'albinisme, vous allez voir ça dans le cours de biochimie. Bon, c'est le défaut d'une enzyme qui ne sécrète plus la mélanine qui donne généralement la coloration brunette. Donc là, vous allez voir la dernière étape de la formation de cette enzyme sera obturée et par conséquent, on n'aura pas formation de ce pigment qui donne, c'est-à-dire la mélanine. Voilà. Donc ici, comme vous voyez, comme j'ai montré ici, vous allez avoir le croisement des individus hétérozygotes GB peut donner lieu à l'une ou l'autre des 4 combinaisons possibles, c'est-à-dire soit GG, soit GB, soit BG, soit BB. D'accord? Avec des probabilités égales à 1 quart. Donc là, j'ai 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Au point de vue génotypique, mais au point de vue phénotypique, j'ai les 3 quarts ils vont avoir une coloration grise et 1 quart l'albinos. D'accord? Alors, voilà, je peux maintenant effacer tout ça. Qu'est-ce que je fais ici? Alors, là, la variable aléatoire grand X, c'est le nombre de portées comportant au moins 4 souris-grids. La variable aléatoire X, c'est le nombre de portées comportant au moins 4 souris-grids. C'est-à-dire, ma variable aléatoire grand X, ici, je parle d'un succès, parce que ici, je vais avoir soit des portées qui comportent au moins 4 souris-grids, c'est-à-dire soit 4, soit 5. Ou bien un nombre de souris-gris qui est inférieur à 4, c'est-à-dire soit 0 souris-gris, soit 1 souris-gris dans la portée parmi les 5, soit 2 souris-gris parmi les 5 qui sont gris, soit 3 souris-gris parmi les 5 qui seront gris. Alors, toutes ces 4 possibilités, 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire les différentes valeurs que peut prendre cette variable de coloration, sont des échecs. Et le succès lorsque j'aurai au moins 4 souris-gris, parce que c'est ça ma variable aléatoire, comme je l'ai défini ici. La variable aléatoire grand X, j'ai dit, c'est le nombre de portées comportant au moins 4 souris-gris. C'est-à-dire, il faut avoir 4 ou 5. D'accord? Donc, je vais chercher la probabilité de succès lorsque j'aurai 4 souris-gris dans ma portée, ou bien 5. Alors, la première question, on vous dit quelle loi suit la variable grand X et justifiez dans votre réponse. Donc ici, ma variable aléatoire grand X, puisque j'ai deux éventualités seulement. Soit le succès lorsque la variable aléatoire, il aura au moins 4 souris-gris. Échec qui s'explique que la portée ne comporte pas au moins 4 souris-gris. C'est-à-dire il aura soit 0, soit 1, soit 2, soit 3 souris-gris. Donc là, j'ai deux issues. Alors, les probabilités d'avoir la coloration grise ou bien albinos sont des probabilités qui restent toujours identiques. D'accord? Et les événements sont indépendants parce que chaque strate, il va déposer généralement ses petits, sa portée. D'accord? Donc là, il s'agit des événements indépendants. Donc là, vous voyez, tout ça, ce sont les conditions d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Donc là, j'ai la variable grand X suit une loi binomiale. Alors, une loi binomiale se caractérise par deux paramètres. Alors, le paramètre n qui est égal ici à grand N, d'accord? Puisque là, nous avons dit on a grand N portée.
Et il se caractérise aussi par la probabilité P. La probabilité P que je dois calculer, c'est-à-dire la probabilité de succès. Alors, ça veut dire la probabilité de succès ici, c'est la probabilité d'avoir au moins 4 solutions gris. Donc, cette probabilité de succès sera égale à P de 4, c'est-à-dire la probabilité de X de K égale à 4, d'accord? Plus la probabilité, parce que pour que j'aurai succès, je vois soit que j'ai ma portée comporte 4 solutions gris ou bien 5 solutions gris. Toujours là où veut dire c'est la somme. Et c'est la multiplication pour les probabilités. D'accord? Plus la probabilité d'avoir 5. D'accord? Alors voilà. Maintenant, je vais chercher là ces deux probabilités. P de K est égal à 4 et P de K est égal à 5. C'est ça qui va correspondre à la probabilité de succès, c'est-à-dire de ma variable aléatoire grand X. Alors, pour cela, comment je vais calculer ces probabilités? Alors, c'est la probabilité d'avoir 4 solutions gris ou bien 5 solutions gris. Donc ici, concernant la coloration, je vais dresser là mon tableau. La variable x ici de coloration, attention, je vais l'appeler par exemple x1 ou bien xc, c'est-à-dire de coloration, peut prendre soit la valeur 0, c'est-à-dire dans la portée, j'aurai 0 solution gris, ou bien un seul solution gris, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5. D'accord? Alors, je vais associer là aussi la variable xc, elle aussi essuie une loi binomiale parce que vous avez soit deux couleurs, soit l'albinisme, soit la coloration grise. Avec la coloration grise, nous avons dit la probabilité de la coloration grise est égale à combien? Est égale à 3 quarts, parce que là, vous voyez, le phénotype GG ou bien GB ou bien BG, il me donne toujours la coloration grise. Et l'albinisme, je l'obtiens tout simplement si le croisement donne le double récessif, petit b, petit b. Donc là, je suis une loi binomiale. Ici, pour n est égal à 5, puisque la portée comporte seulement 5 souriceaux, d'accord? Avec une probabilité de succès qui est égale à 3 quarts. Si pour l'obtention des grilles, 3 quarts signifie la 0,75. D'accord? Donc là, je peux calculer la probabilité de x est égale à k. Et k, ce sont les différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire ici couleur, soit 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et ces différentes probabilités, puisque cette variable coloration, elle aussi est suite d'une loi binomiale, je peux la calculer par la loi binomiale. Bon, là, je vais prendre là une feuille pour je vais ajouter une diapositive. D'accord? Alors, bon, je change de couleur. Donc là, vous voyez, X couleur, vous avez 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, les probabilités, moi, qui vont m'intéresser, c'est surtout, donc toutes les probabilités peuvent être calculées, j'ai dit, par la formule de la loi binomiale, c'est-à-dire la probabilité de x est égale à k, est égale, comme nous avons vu là dans le cours, le nombre de combinaisons possibles, c'est-à-dire la Gn est égal à 5. D'accord? Et je voudrais ici avoir 4 solutions grises, c'est-à-dire combien je vais avoir de combinaisons si je voudrais choisir 4 solutions grises parmi les 5, fois la probabilité de succès. Nous avons dit là, lorsque vous voyez là le tableau du croisement des hétérozygotes que je représentais, il donne la
probabilité de succès qui est égale à 3 quarts. Alors, c'est-à-dire la 0,75, c'est la probabilité de succès à la puissance k, k ici est égal à 4, d'accord, que multiplie 1 moins p, c'est-à-dire 1 moins 0,75 qui est égal à 0,25. Donc ça va vous donner la première probabilité, c'est-à-dire la probabilité d'avoir x est égal à 4. D'accord? Mais j'ai dit la probabilité de succès est égale à la probabilité de x est égale à 4 plus la probabilité de x est égale à 5. Donc là, je vais chercher aussi la probabilité de x est égale à 5. Alors, de la même manière, j'utilise toujours la formule de la loi binomiale. Donc ici, qui est égal à 5, 5. Bon, 5, le nombre de combinaisons 5, 5, ça va vous donner 1. D'accord? Alors là, 5, 5. 0,75 à la puissance 5. D'accord? Que multiplie 0,25 à la puissance 0 qui est égal à 1. D'accord? Donc là, je vais aller. Donc la probabilité de succès est égale la somme de ces deux probabilités, c'est-à-dire la probabilité que x soit égal à 4 plus la probabilité de x soit égale à 5. D'accord? Voilà, ça c'est la probabilité de succès pour la variable aléatoire x avoir au moins 4 solutions gris. Bon, je vais aller directement ici vers l'Excel pour calculer ces probabilités. Par la même occasion, je vous montre comment vous pouvez chercher vos probabilités d'une manière très rapide avec l'Excel. Alors, vous mettez égal, loi binomiale. D'accord? Donc là, vous voyez loi binomiale inverse, loi binomiale n. Donc là, je vais mettre loi binomiale tout court. D'accord? Et là, il vous demande de donner le nombre de succès. Alors, le nombre de succès, c'est n. Alors, pour nous, n, c'était 5. Parce que dans la portée, il n'y avait que 5. D'accord? Point virgule, le nombre des tirages. Donc là, si je tire, par exemple, la 4 solisseaux gris, c'est 4. Point virgule, vous donnez la probabilité de succès. Donc, la probabilité de succès, nous avons dit, est égale à 0,75 3 quarts. Point virgule, et vous demandez si c'est cumulatif. Est-ce que vous voulez chercher la probabilité de x inférieure à 4 ou bien la probabilité de x est égale à 4. Si moi, je voudrais calculer la probabilité de x est égale à 4. Donc, je vais mettre faux, c'est-à-dire que je vais calculer la fonction de masse. Donc là, je vais écrire faux. Et voilà, ceci, ça va me donner 1. Il m'a donné ici un nombre, j'ai oublié quelque chose. Alors, 5, 4, 0,75. Je dois mettre les 6 points. Est-ce que mon ordinateur, peut-être que les virgules, voilà. Binomial, nombre de succès c'est 5, tirage. Ah non, je crois que je fais là une erreur. Là c'est 4, et là c'est 5. Bon, je recommence là. Nombre de succès.
5, point virgule tirage C4, point virgule, la probabilité c'est 0,75, point virgule, en principe ça doit marcher. Je ne sais pas pourquoi. Attendez, là je vérifie égal 0,75. Bon, je fais une opération pour voir. Oui, donc ça marche. Donc c'est quelque chose qui ne va pas. Ou bien cette fonction. Alors, nombre de succès, j'ai dit toujours la 5, point virgule 4, point virgule 0,75, point virgule, non, pardon, c'est point virgule, faut je faire la parenthèse. J'ai ajouté ça. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas voulu marcher, donc il y a quelque chose dans... Bon, pour ne pas tarder, je vais faire ça avec égal combine. Alors, nombre d'éléments. Alors, nombre d'éléments, c'est 5, point virgule, et nombre choisi, c'est 4. D'accord? Et là, je vais multiplier ça par la probabilité 0,75 à la puissance, je vais mettre en parenthèse, à la puissance 4. Alors, que multiplie 0,25. Voilà, ça c'est la probabilité qui va me donner, ça c'est pour la probabilité de x est égal 4. Alors, P de x égale 4. P de x égale 4 va me donner là cette valeur. Alors, pour la probabilité de x est égal à 5, alors, je vais mettre la même chose. Bon, je copie ça. Je vais, là, qu'est-ce que je vais changer là? C'est 5, 5. D'accord? 5, 5. À 0,75 à la puissance 5. Et là, 0,25 à la puissance 0. Voilà, ça me donne la valeur. Alors, pour regarder ça, donc combine 5, 5, c'est-à-dire la C5, 5, P à la puissance 5 que multiplie 1 moins P à la puissance 0. Ceci, ça va vous donner cette valeur. Et maintenant, la probabilité de succès, c'est la somme de ces deux probabilités est égale, tout simplement, la somme, j'ai la somme ici, d'accord? Donc là, si j'agrandis ça, vous voyez que cette valeur est égale à 0,63 à peu près. Donc, ma probabilité de succès sera égale à 0,63. Donc, ma variable aléatoire grand X, c'est-à-dire le nombre de portées, c'est-à-dire d'avoir au moins 4 souris au gris, il suit une loi binomiale, d'accord? Alors, cette loi binomiale est... Alors,
deux paramètres grand N portée, et la probabilité de succès est égale à 0,63. Donc voilà comment il faut répondre à la première question. D'accord? Alors, deuxièmement, on vous demande en déduire la moyenne, la variance et l'écart type. D'accord? Alors, on sait que la moyenne, nous avons dit la moyenne est égale, c'est l'espérance mathématique pour une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Alors, E de grand X est égal à NP. D'accord? Là, j'ai demandé calculer la moyenne, la variance et l'écart type pour N est égal, je crois, à 4, c'est ça? Alors oui, c'est ça, pour N est égal à 4. Donc là, il suffit pour calculer ceci, donc N est égal. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? La E de X est égal à N qui est égal à 4 que multiplie P qui est égal à 0,63. Voilà pour calculer N. Alors pour la variance de X, puisque la variable aléatoire suit une loi binomiale, alors la variance de X est égale à NPQ. N, P et Q. Q est égal à 1 moins P. D'accord? Donc là, la variance sera égale à 4 que multiplie P, c'est 0,63, et 1 moins P, c'est-à-dire 1 moins 0,63, c'est ça qui vous donne la valeur de 0,37. D'accord? Voilà, ça c'est pour la variance. Et pour l'écart type de X, bien sûr, vous allez faire la racine carrée de la variance. Donc, est égal à la racine carrée de la variance de X, c'est-à-dire la valeur que vous allez trouver ici. Voilà pour répondre à la deuxième question. Alors, finalement, représenter graphiquement la variable aléatoire X par sa fonction de probabilité, toujours là pour n est égal à 4. Bon, là, c'est facile, vous allez faire comme tout à l'heure. Donc ici, je vais prendre la valeur, les variables X. D'accord? Et là, la probabilité de X égale à K. Égale à K. Bon, je vais agrandir ça. Alors, X, il prend les valeurs 0, 1, 2, pardon. 1, 2, 3 et 4. Et là, je vais chercher la probabilité pour X est égal à 0. Donc, C5, 0, c'est 1, que multiplie P à la puissance 5, c'est-à-dire là, elle est égale à 0,75.
0,75 à la puissance 5. D'accord? Voilà, pour la probabilité de x est égale à 0. La probabilité de x est égale à 1, c'est 5, 1, c'est 5, que multiplie 0,75, oh, pardon, là c'est 0,75, ah pardon, là c'est 0,75 à la puissance 0, qui est égal à 1, que multiplie 0,25. 0,25, c'est 0,25 qui est à la puissance 5. Parce que ça, c'est la probabilité de x est égale à 0. « 0,75 ». Oui, là, j'ai pas mis la parenthèse, c'est ça. Alors là, il faut agrandir ça pour qu'on voit un petit peu. Alors, ici, je dis c'est 5 que multiplie 0,75 à la puissance 1, que multiplie 0,25 à la puissance 4. Ah oui, là, j'ai oublié de mettre le signe égal. Voilà. Maintenant, pour 2 est égal. Alors, C5,2, nous avons est égal à 10. 10 que multiplie 0,75 0,75 à la puissance, n'oubliez pas la parenthèse, et à la puissance là 2, je multiplie 0,25 à la puissance 3. Là, si je ne mets pas la parenthèse, c'est pas grave parce que c'est l'opération à la fin. D'accord? Et là, c'est la probabilité de x égale... ah, pardon. Là, j'ai fait une petite erreur parce que là, j'ai pas C5,2, c'est C4,2. Alors, elle combine. Je vais agrandir ça un petit peu pour que je vois. Nombre d'éléments. Alors, nombre d'éléments ici, c'est 4. J'ai confondu là, j'ai pensé que je travaille avec 5. Point virgule, nombre choisi, c'était là 2. Alors ça me donne 6. Alors là, c'est 6 au lieu de 10. D'accord? Là aussi, j'ai mis 5, c'est pas 5, c'est 4, parce que c'est 5, c'est 4, 1, c'est 4. Ah oui, là, je dois changer, là, c'est à la puissance 4. N est égal à 4 seulement. Là, c'est 1, et là, ça va être 3.
Alors, là, c'est 2, là, c'est 2. Alors, maintenant, pour C3, 4, C4, 3, C4, 3, C4 aussi. C4, 3, C4. Donc là, égale à 4. Je multiplie 0,75 Ah oui, là, je suis en train de faire des bêtises là. C'est pas la probabilité de succès, c'est pas 0,75, c'est 0,63 nous avons vu tout à l'heure. D'accord? C'est 4 que multiplie là 0,63 à la puissance entre parenthèses 3 que multiplie 0,37. D'accord? Donc là, je dois changer toutes mes probabilités. Si ça, c'est 0,63. Bon, là, c'est pas un problème. Donc, je vais, au lieu de 0,75, là, je vais mettre 0,63. Et là, c'est 0,37 au lieu de 0,25. La même chose ici, ça c'est 0,63, là c'est 0,37. Alors là, 6 fois 0,63, et là c'est 0,37, parce que là j'ai gardé les probabilités de succès pour la chloration, mais c'est pas ça. La probabilité de succès, c'est pour que de la variable aléatoire grand X avoir au moins 4 souris-souris, c'était 0,63. Et donc, pour la dernière, c'est 0,63. 0,63 à la puissance 4. D'accord, que multiplie 0,137 à la puissance 0 est égal à 1. Ah oui, là, j'ai oublié de mettre le signe égal. Et voilà, donc c'est ça la distribution de probabilité de la variable aléatoire grand X, c'est-à-dire la variable aléatoire avoir au moins des portées de 4 soubresauts grises, c'est-à-dire soit 4, soit 5. Normalement, si je fais la somme de cette probabilité, je dois obtenir la valeur de 1, comme vous le voyez. Et pour la représenter, donc là, je vais choisir les P de xi, qui sont normalement, je dois mettre dans l'axe des abscisses la valeur 0, 1, 2, 3, 4. Et pour l'axe des ordonnées, je mets la probabilité de x est égale à k. Insertion, alors faire un graphique en battant, et voilà, vous avez là votre graphique. Comment il va se présenter. D'accord? Donc là, comme vous le voyez, la probabilité le plus élevée, c'est pour avoir les 3, c'est 0,37, la probabilité la plus élevée, vous le voyez ici, correspond à cette valeur. Là, normalement, c'est 0, 1, 2, 3. Et là, c'est 4. Voilà pour cet exercice, parce que là, nous avons pris n est égal à 4 seulement.
J'espère avec cet exercice, vous avez compris maintenant. Ah, il faut que j'enlève tout ça. Alors, je ferme et je retourne pas enregistrer pour et je vais retourner dans mon cours pour ne pas avoir des retapés dessus. Donc là, pour l'exercice numéro 4. Voilà. Dans cet exercice, on sait par expérience qu'une certaine opération. Bon, cet exercice sera traité au TD avec M. Barmak. Oui, à propos de TD, pour les étudiants de groupe 1, j'ai dit que je ferai avec vous le TD le vendredi, mais je pense que ça a été fait avec M. Barmak hier. D'accord? Comme ça, lui, il a déjà commencé avec les autres groupes. Comme ça, tous les TD seront assurés par M. Barmak. Alors maintenant, nous allons voir la seconde loi de probabilité, toujours pour les variables aléatoires discrètes. Nous avons vu la loi de Bernoulli, la loi binomiale. Maintenant, la loi de Poisson. Alors, cette loi de Poisson, généralement, on va l'utiliser lorsqu'on s'intéresse au dénombrement des occurrences, c'est-à-dire dénombrement, c'est-à-dire des occurrences, soit par unité de temps, soit par unité d'espace. Alors, je m'explique. Par exemple, lorsque je m'intéresse, si je souhaite connaître, par exemple, je dis un standardiste qui reçoit trois appels toutes les 15 minutes. Donc, en moyenne, il reçoit 3 appels toutes les 15 minutes. Donc là, c'est ça. Donc, le nombre d'occurrences ici est égal à 3 dans une période déterminée qui est 15 minutes. Donc là, c'est le nombre moyen d'appels qu'on reçoit pendant un quart d'heure. Elle est de 3. Alors là, j'utilise la loi poissonnienne. Généralement, la loi de Poisson s'applique souvent au phénomène accidentel, c'est-à-dire là, en général, la loi de Poisson, on l'utilise pour les phénomènes rares. C'est-à-dire les phénomènes rares, c'est-à-dire lorsque la probabilité d'apparition de ce phénomène, elle est inférieure à 5%, inférieure à 0,05. D'accord? Il peut également être défini dans certaines conditions, c'est-à-dire il peut être défini comme une loi, comme la limite de la loi binomiale. C'est-à-dire, la limite de la loi binomiale, c'est lorsque n il augmente et p il tend vers, la probabilité il tend vers epsilon. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, généralement, la loi poissonienne, on l'utilise pour des phénomènes accidentels, c'est-à-dire les phénomènes rares. Alors, pour avoir apparaître un phénomène rare, il faut multiplier les essais, c'est-à-dire il faut mettre plusieurs épreuves. Les épreuves doivent être importantes, c'est ça, n doit être très grande. Et p, bien sûr, elle est faible, puisqu'il s'agit d'un phénomène qui est rare. Alors, l'approximation de la loi binomiale, c'est-à-dire si n tend vers l'infini et p tend vers 0, c'est-à-dire vers epsilon, une petite valeur, alors la loi binomiale BNP tend vers P de lambda avec NP est égal lambda. Alors là, nous avons vu que BNP, c'est-à-dire la probabilité de X égale à K, pour la loi binomiale, elle est égale à CNK, c'est-à-dire N factoriel sur K factoriel que multiplie N moins P factoriel. C'est ça, c'est NK. D'accord?
n moins p factoriel que multiplie p à la puissance k que multiplie 1 moins p à la puissance n moins k. Alors ça, c'est lorsque x suit une loi binomiale. On va avoir la probabilité de x est égal à k sera égal à cette valeur. Mais là, maintenant, si n tend vers l'infini, c'est-à-dire n est grande, si n est grande, et p, la probabilité tend vers une petite valeur, les petites valeurs généralement c'est epsilon, là j'ai mis vers 0, la probabilité de x est égale à k sera égale à lambda. Lambda c'est la moyenne. Et là c'est plutôt, au lieu d'utiliser lambda, je vais mettre np. np à la puissance k sur, normalement, k factoriel que multiplie k, non, je ne pense pas. Non, c'est np à la puissance k et e moins lambda. Pardon. Là, il faut que j'ajoute. Pardon. Alors, j'ai dit là. La probabilité de x égale k lorsque la variable aléatoire suit une loi binomiale, je répète, est égale à n factoriel sur k factoriel que multiplie n moins p n moins k factoriel. D'accord? Que multiplie p à la puissance k que multiplie la 1 moins p à la puissance n moins k. D'accord? Alors, maintenant, j'ai dit lorsque n tend vers l'infini, c'est-à-dire n est très grande, et p tend vers epsilon, une petite valeur qui tend vers 0, vous allez avoir la probabilité de x est égal à k, il va tendre vers la loi du Poisson, que je peux représenter comme suit. La loi de probabilité de x est égal à k est égale à lambda à la puissance k que multiplie exponentielle de lambda sur k factoriel. Alors, lambda, c'est quoi? Lambda, c'est NP, c'est l'espérance mathématique. D'accord? C'est-à-dire, cette expression, c'est tout simplement, c'est NP à la puissance k que multiplie E à la puissance, pardon, là c'est moins lambda, moins NP sur k factoriel. Bon, là on peut faire cette démonstration, c'est-à-dire que cette probabilité, la probabilité de x est égale à k, il tend vers cette probabilité, mais ce n'est pas notre objectif de faire la démonstration, mais il faut savoir, lorsque n tend vers l'infini et p vers epsilon, la loi binomiale, il tend vers la loi de Poisson. Donc la loi de Poisson,
qui dépend de ce paramètre seulement de lambda. C'est-à-dire, c'est l'espérance mathématique, c'est la moyenne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi poissonnienne, il s'intéresse au nombre d'occurrences par unité de temps, bien par unité d'espace. Par exemple, pour l'exemple que j'ai pris pour le standardiste dans un centre d'appel, il peut recevoir en moyenne 3 appels tous les 15 minutes. Et là, je peux calculer la probabilité qu'il reçoit 2 appels, 1 appel, 2 appels, et ainsi de suite. D'accord? Voilà pour... alors, la probabilité de réalisation d'événements au cours d'une petite période ou sur une petite portion d'espace. Ça, c'est pour ce qui caractérise la loi de Poisson. Et ces événements, ils sont indépendants. Donc, chaque événement, il est indépendant de celui qui le précède. Donc, elle est indépendante de ce qui s'est produit antérieurement et que la probabilité de 2 apparitions sur le même delta T est négligeable. Alors, si j'ai ces conditions, là, je peux appliquer des événements qui se réalisent de façon aléatoire comme des pannes de machine, des accidents d'avion, ou bien des fautes dans un texte. Donc là, c'est rare que vous trouverez des fautes dans un livre, peut-être considéré comme relevant d'un processus poissonien, c'est-à-dire la variable ici suit une loi de Poisson. Alors, une variable aléatoire grand X à valeur dans R suit une loi de Poisson de paramètre lambda, avec bien sûr lambda toujours supérieur à 0. Ces probabilités sont données par cette formule, c'est-à-dire la probabilité de X est égale à K est égale lambda à la puissance K, E moins lambda sur K factoriel. Donc c'est comme ça qu'on peut calculer généralement les probabilités de X est égale à K. Alors, pour l'espérance mathématique, mais là, une chose qu'il faut bien retenir, généralement, une variable aléatoire suit une loi de Poisson, nous allons voir que toujours son espérance mathématique, elle est à peu près égale à sa variance. Si vous voyez pour une variable aléatoire donnée que l'espérance mathématique, elle est à peu près égale à la variance, automatiquement, cette variable aléatoire, il suit une loi poissonnienne. Donc, nous allons le voir lorsqu'on va entamer la 3e partie sur les statistiques inférentielles. On peut faire un test de conformité. Est-ce que cette variable aléatoire est conforme à une loi poissonnienne? Là, on peut le vérifier par un test statistique approprié que nous allons voir dans la 3e partie. Mais pour le moment, si vous voyez que la variance est égale à l'espérance mathématique, on vous demande que peut-on conclure sur la distribution ou bien quelle loi suit cette variable aléatoire, automatiquement vous dites qu'il suit une loi de Poisson. Pour justifier ça, car l'espérance mathématique de celle-ci, elle est à peu près égale à sa variance. Alors voilà pour l'espérance mathématique, E de X est égal à lambda, est égal à NP, et la variable aléatoire, la variance est aussi égale à lambda, c'est-à-dire est égale à NP, sont identiques. Bon, je peux expliquer ça parce que j'ai dit pour une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson, sa variance, la variance de X, normalement, pour une loi binomiale, on dit est égale à NP, Q, c'est-à-dire NP, et Q avec Q est égal à 1 moins P. D'accord? Or, là, j'ai dit pour une loi poissonnienne, P, il est petite, il tend vers epsilon. Donc, si P, il est petite, donc il est négligeable devant la valeur 1. Et dans ce cas-là, je peux écrire là, ça c'est à peu près égal à NP. Et NP, il correspond tout simplement à l'espérance mathématique d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Donc là, vous voyez comment on peut montrer comme quoi
si une variable aléatoire x suit une loi poissonienne, l'espérance mathématique de celle-ci, elle est égale à sa variance. Alors, il est à noter que dans le cas d'une variable aléatoire de Poisson, l'espérance et la variance prennent à peu près la même valeur. Alors, ceci est un élément à prendre en compte lors des tests de conformité, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons le voir par la suite, à une loi de probabilité, c'est-à-dire de montrer avec un test statistique approprié, c'est-à-dire de conformité, est-ce que cette variable suit une loi de Poisson ou pas. Mais pour le moment, si on voit que la variable pour cette variable, que l'espérance mathématique de cette variable est à peu près égale à sa variance, on peut déjà conclure qu'il suit une loi de Poisson. Alors là, exemple, une suspension bactérienne qui contient 5000 bactéries par litre. On ensemence à partir de cette suspension 50 boîtes de pétri à raison d'1 cm3 par boîte. Là, je vous rappelle que 1 cm3, pour faire la relation entre litre et centimètre cube, 1 litre correspond à 1 décimètre cube qui est égal à 1000 cm3. Donc là, si je prends la 50 boîtes, je divise ça. Donc si x représente un nombre de colonies par boîte, alors la loi de probabilité de x suit une loi poissonienne de lambda est égal à 5, c'est-à-dire en moyenne, je vais avoir 5000 que divise 1000, puisque là, dans un litre, là, j'ai 1000 cm3. En moyenne, je vais avoir 5 souches par boîte de pétri. Alors, la probabilité, si je voudrais calculer la probabilité qu'il n'y ait aucune colonie sur la boîte de pétri, alors ça c'est pour la calculer, c'est la probabilité de x est égale à 0. C'est-à-dire de n'avoir aucune colonie sur la boîte de pétri. Donc là, vous allez appliquer la formule que nous avons vue tout à l'heure. C'est lambda à la puissance k que multiplie E à la puissance moins lambda sur k factoriel. Alors pour Px est égal à 0, lambda à la puissance 0, c'est 0, c'est 1. Lambda à la puissance 0, c'est 1. Donc là, cette valeur, il va vous donner 1. La même chose, factoriel de 0, elle est égale à 1. Donc, ceci, ça va vous donner E moins lambda, et avec lambda qui est égal à 5. Donc, ceci est égal à E moins 5. Donc, voilà comment vous pouvez trouver cette valeur. Alors, si vous prenez votre calculatrice et vous calculez l'exponentielle de E moins 5, qu'est-ce que ça va vous donner là? Je prends là, moi, l'Excel pour le calculer. Alors, égal non, égal exponentielle. D'accord, là, je vais prendre la fonction exponentielle de moins 5. Voilà, ceci doit vous donner la valeur suivante, c'est-à-dire la 0,006. Bon, je vais agrandir ça. C'est 0,0674. Bon, vous faites, vous allez obtenir le même résultat. D'accord? Alors voilà, la probabilité d'x est égale à 0, c'est 0,067, soit approximativement 0,67%. Vous multipliez ça par 100, ça va vous donner 0,67. Alors maintenant, pour calculer la probabilité qu'il n'y ait au moins une colonie sur la boîte de pétri. Alors la probabilité qu'il n'y ait au moins une colonie sur la boîte de pétri, c'est-à-dire d'avoir
soit 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à grand N. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas comme pour la loi binomiale. Pour la loi binomiale, les valeurs de la variable aléatoire, ils étaient limitées à N. Alors là, ils peuvent aller jusqu'à l'infini. C'est la probabilité pour qu'il y ait au moins une colonie sur la boîte de Petri, c'est-à-dire avoir 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini. Alors là, pour calculer ça, c'est la probabilité de 1 plus la probabilité de 2 jusqu'à la probabilité de l'infini. Ou bien, vous mettez C1 moins P de 0. Moi, la probabilité de x inférieure strictement à 1 est égale à 1 moins la P0. Voilà, vous trouvez ça. La probabilité que x soit supérieur ou est égal à 1, elle est égale à quoi? Est égale à 1 moins la probabilité de x soit inférieure strictement à 1, et ça, la probabilité de x soit strictement inférieure à 1 est égale à P de 0, 1 moins P de 0. Alors tout à l'heure, j'ai calculé P de 0 est égal à 0,067, donc ça sera égal à 1 moins 0,0067. Voilà. Donc, ça va me donner 0,37%. Alors, 1 moins 0,0067, ceci va, soit 99,3%. Là, si vous faites le calcul 1 moins ça va vous donner cette valeur 0,9933. C'est-à-dire 99,3%. Alors, pour le calcul, l'espérance mathématique et les cas types de la variable aléatoire de x, toujours pour cette culture. Donc là, nous avons dit que la variance est égale à l'espérance mathématique, puisque l'espérance mathématique est égale à 5. La variance aussi serait égale à 5. Et l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance sera égale à 2,24. Alors, voilà. Ici, on va passer à un exercice un peu qu'on utilise dans la vie active. On a répertorié dans une usine le nombre d'accidents mineurs subis par le personnel dans une journée de travail sur une période de 200 jours. Ces accidents sont survenus indépendamment les uns des autres. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Alors voilà, ici nous avons le nombre d'accidents, soit 0 accident, 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la deuxième ligne, j'ai mis là les nombres de jours. Alors par exemple ici, pendant 86 jours, on n'avait pas d'accident, il y avait 0 accident. Pendant 82 jours, il y avait un seul accident. D'accord? Alors pendant voilà. Ici, pendant 7 jours, on avait, pendant 22 jours, on avait 2 accidents, pendant 7 jours, 3 accidents, pendant 2 jours, 4 accidents, et finalement, seulement pendant une journée où il y avait 5 accidents. D'accord? Alors, premièrement, on vous demande quel est le nombre moyen d'accidents par jour et le nombre moyen d'accidents par jour et sa variance. Là, j'ai oublié, là, il faut ajouter le nombre d'accidents par jour
et sa variance. Le nombre d'accidents, nombre moyenne d'accidents et la variance par jour. D'accord? Alors, je vais d'abord calculer le nombre moyen. Donc, vous savez, pour calculer le nombre moyen, la moyenne x bar est égale à quoi? La moyenne x bar est égale à la somme de ni xi, puisqu'ici j'ai des effectifs ni, et là les xi, donc ni fois xi, sur grand M qui est égal à 200 jours. D'accord? Bon, là, je vais aller ici. Voilà. Bon, ici, je dis k est égal à 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je peux calculer la probabilité. Bon, soit je peux, bon, ici, je vous montre comment, oh, pardon, comment je peux calculer cette probabilité comme je vous ai montré sa formule. Alors, la probabilité de x est égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun accident. Pardon, voilà, c'est pour les accidents. Ici, j'ai NI égale à 86, 82, 22, 7, 2, 1. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? La probabilité de K et de X est égale à 0 sera égale à un lambda, mais là, j'ai demandé d'abord de calculer la moyenne. La moyenne. Donc, pour calculer la moyenne, j'ai besoin, j'ai dit la moyenne est égale à la somme de xi fois ni, le tout qui divise n. N qui est égal tout simplement la somme des jours qui est égale ici à 200 jours. D'accord? Alors là, pour NI XI, NI c'est égal à 0 que multiplie 86. Bon, ça va me donner 0, je sais. Donc, et là, je peux, ça c'est NI fois 1, NI, c'est-à-dire 22 fois 2, 44, et ainsi de suite. Alors, et après, je vais faire la somme de tout ça et je divise ça par n. Donc, égal à la somme que divise, alors la somme de tout ça, que divise le nombre de jours qui est 200. Ceci, ça va me donner la valeur moyenne qui est égale à 0,8. D'accord? Somme de C2 jusqu'à C7, c'est-à-dire la somme de tout ça, que divise B8. B8, c'est 200, c'est-à-dire le nombre de jours total. Ça va me donner 0,8. Alors maintenant, pour le calcul de la variance, bon, je vous rappelle la variance, c'est la somme de x de ni. Je multiplie xi moins x bar au carré sur n. D'accord? Alors là, je vais faire ni que multiplie entre parenthèses la xi moins x bar, c'est moins la moyenne, moins la moyenne, au carré. D'accord? Voilà.
Alors là, égale NI que multiplie entre parenthèses XI moins la moyenne. Alors la moyenne, c'est ça, la moyenne 0,8. Mais là, puisque c'est une valeur constante, je vais la bloquer. Alors pour la bloquer, puisque je vais la retrouver dans toutes les cases, comment je la bloque? Je mets là 2 $. Je bloque aussi bien la ligne que la colonne, puisqu'il s'agit d'une valeur constante. Je ferme la parenthèse et à la puissance 2. Alors ça va me donner, bien sûr, il m'a donné une valeur de 55,04. Donc, je fais la même chose ici. Voilà, pour l'ensemble des valeurs. Donc là, c'est B3, c'est-à-dire 82, que multiplie A3, c'est 1, moins C8, C8 c'est toujours 0,8 au quart. D'accord? Et voilà. Maintenant, je fais la somme de tout ça. D'accord? Égale la somme. Je vais faire la somme de ces différentes valeurs et je divise ça par n par 200. Ça va me donner la variance. Donc là, vous voyez, la variance est égale à 0,81. Donc là, vous voyez, la moyenne à peu près est égale à la variance. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Si vous voyez que la moyenne à peu près est égale à la variance, donc la variable aléatoire grand X ici, c'est-à-dire le nombre d'accidents dans cette usine, suit une loi Poissonnier. Donc c'est comme ça qu'il faut interpréter la chose. On vous a demandé ici quel est le nombre moyen d'accidents et la variance par jour. Interprétez correctement le résultat trouvé. Donc là, nous avons trouvé comme quoi la moyenne et la variance sont à peu près égales. Donc là, on peut considérer que cette variable, c'est-à-dire le nombre d'accidents par jour dans cette usine, suit une loi Poissonnier. Alors, deuxièmement, on vous demande, on ajuste cette distribution par une loi de Poisson. Et on vous dit là, justifier cette décision et préciser cette loi. Alors, on ajuste cette distribution par une loi de Poisson. C'est-à-dire, alors, au lieu de calculer là, au lieu de voir là, le nombre de jours ici, c'est ce que nous avons observé. Par exemple, ici, 86, nous avons observé que pendant 86 jours, il n'y avait aucun accident. De même, pendant 7 jours, il y avait 3 accidents. Ça, c'est les résultats réels que nous avons trouvés. Maintenant, je vais voir, est-ce que si je considère que cette variable aléatoire est issue une loi de Poisson, je voudrais calculer le nombre de jours où je vais assister à 0 accident, 1 accident, 2 accidents. On considère tout simplement le nombre total de jours. Tout ce que je connais, c'est pendant une période de 200 jours. Combien je vais obtenir de nombre de jours théoriques avec 0 accident, théorique, le nombre de jours théoriques avec un seul accident, et le nombre théorique avec 5 accidents. Alors ça, pour cela, je vais ajuster cette distribution par une loi de Poisson. C'est-à-dire là, je vais tout d'abord calculer la probabilité de x égale à k, c'est-à-dire la probabilité de x est égale 0, 1, 2, 3, 4 et 5, dans un premier temps. Et une fois que je trouve ces probabilités, il suffit de les multiplier par 200, c'est-à-dire la n pour avoir les jours, le nombre de jours théoriques. NP, c'est ça qui va me donner, qui est égal le nombre de jours théoriques. Alors, pour la probabilité de xi, alors pour 0, j'ai dit est égal à lambda. Lambda, c'est quoi? Lambda, le numérateur. Lambda, c'est 0
0,8 à la puissance non, 0,8 à la puissance K alors à la puissance entre parenthèses K, d'accord, que multiplie, alors, non, ici j'ai mis 2 fois lambda, 2 fois puissance, il faut que j'enlève ça. Alors, lambda à la puissance K, que multiplie E exponentielle. Alors, la fonction exponentielle à la puissance moins lambda, c'est-à-dire moins 0,8. Alors, le tout que divise factoriel de K. Alors, factoriel de X. Oui, là, j'ai mis. Alors, 0,8 à la puissance, la A2 que multiplie exponentielle. J'ai fait une erreur, je ne sais pas. Barre de formule. Alors, 0,8, c'est la moyenne que multiplie A2. À la puissance A2 que multiplie exponentielle de moins 0,8 que divise factoriel de A2. Donc, c'est ça les... Attendez, là, je vérifie. Il dit la probabilité de X est égale à K est égale à lambda à la puissance K que multiplie E moins lambda sur K factoriel. Bon, je crois ce que j'ai fait là. Alors, ça, c'est lambda à la puissance K, que c'est 1, 2, que multiplie exponentielle de moins lambda, c'est ça, que divise factoriel de 1, 2. En principe, il doit me donner la valeur. Bon, je vais faire ça par étapes pour être sûr. Donc, si je mets 0,8 à la puissance K, c'est-à-dire la puissance 0, ça va me donner 0,8 à la puissance, oui, là, il faut que je dois mettre égal
0,8. Je ne suis pas en forme ce matin. Alors, à la puissance, entre parenthèses, de 0. Donc, normalement, ça doit me donner 1. Voilà. Alors, 1, et maintenant. Bon, je vais le laisser ici. Et je vais mettre ici égal. Et donc, que multiplie égale exponentielle. Exponentielle à la puissance moins lambda, c'est-à-dire moins 0,8. Ah, donc l'erreur, c'est ici. Donc là, je crois que je dois mettre des parenthèses là-dedans. La fonction exponentielle de moins mais est-ce que ça c'est vrai? 0,049 et la factorielle de k est égale. Donc, est-ce que ça va me donner 0,44? Alors, je vérifie ça. Égal loi de Poisson. Alors, x pour x est égal à 0. Point virgule, l'espérance mathématique, c'est 0,8. Point virgule, là n'est pas cumulatif, c'est faux. Oui, c'est ça, il me donne la valeur 0,45. C'est cette valeur que, voilà, ça je les vérifie avec... donc c'est bon. Donc là, si je mets égal la loi de Poisson, je mets ici la valeur de x, c'est 0. Point virgule, l'espérance mathématique, c'est 0,8. Et point virgule, c'est faux. Je ferme la parenthèse, voilà, j'obtiens cette valeur. Alors là, pour 1, pour 2, 3, 4 et 5, alors là, si vous voyez, c'est A3. A3, c'est 1, 0,8. Voilà les différentes probabilités qu'on obtient.
Et là, pour trouver le nombre de jours, il suffit de multiplier la probabilité par 200. Donc, est égal à 200 parce que 200, c'est le nombre de jours total. Voilà. La probabilité, c'est-à-dire là où on va trouver 89,86 jours. Bon, je veux prendre là seulement un seul chiffre après la virgule. Et voilà, pour le nombre de jours. Ici, pendant 89,9 jours, on aura 0 accident. Pendant 71,9, un seul accident, 28,1, 2 accidents. Donc, vous voyez, c'est la répartition théorique et ça, c'est la répartition observée. D'accord? Alors là, nous allons voir ici la troisième question. On ajuste cette distribution par une loi normale, justifier cette décision. Et on nous demande quel est le nombre théorique de jours où il se produit moins de 3 accidents. Et je vais comparer ça avec la réalité, c'est-à-dire moins de 3 accidents, c'est-à-dire 0 accident, 1, 2. La probabilité de x inférieure strictement 3 est égal à P de 0 plus P de 1 plus P de 2. Bien, donc là, je vais chercher, et pour trouver le nombre de jours, je vais voir le nombre de jours théoriques que je vais obtenir là. Alors, le nombre de jours théoriques, ici, vont être égales à ça, plus ça, plus ça. Regardez, là, il me donne un nombre de jours qui est égal à 190,5. Ça, c'est le nombre de jours théorique. Pour avoir 0 accident, je fais la somme de ces trois, c'est-à-dire 89,9, c'est-à-dire F2 plus F3 plus F4. C'est ça qui me donne 190,5. Alors là, si je vois ça ici, si je fais la somme de égale. Oui, non, là je dois laisser cette somme telle qu'elle, sinon je vais perturber tous mes calculs. Je dois laisser ici ma valeur 200. Bon, et là je vais faire le calcul de B2 plus B3 plus B4 égale B2 plus B3 plus B4. Alors là, j'obtiens la valeur 190. Donc là, vous voyez, ça c'est la valeur observée, 190, et ça c'est la valeur théorique. Donc là, vous voyez à peu près, j'obtiens les mêmes résultats. Donc là, je peux conclure qu'en quoi la variable aléatoire nombre d'accidents mineurs dans cette usine, il suit une loi poissonienne, puisque là, les valeurs que j'ai obtenues dans les deux cas ont été égales à 190 jours à peu près. Donc voilà, j'espère avec ça, vous avez bien compris là votre cours. D'accord? Et je crois qu'on va arrêter aujourd'hui ici. Et